Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes donc le lundi 20 août 2018. Pas de titre spécial aujourd'hui étant donné qu'il y a aucune annonce, aucune nouvelle depuis ce week-end qui viendrait affecter les marchés financiers. On a eu une séance asiatique qui était plutôt calme. On a eu un yen qui a légèrement progressé. À l'inverse, forcément le Nikkei était en légère baisse. Par contre, on a la Chine qui rebondit, donc ça c'est une bonne chose étant donné que les marchés actions chinois sont euh, dans des marchés baissiers, étant donné qu'ils ont corrigé plus de 20%. Donc voilà, cette semaine, on va le voir ensemble, mais on aura Jackson Hole, vous savez le la fameuse réunion, on va dire conférence plutôt économique des banquiers centraux qui aura lieu à la ville de Jackson Hole aux États-Unis jeudi, vendredi, samedi. Le jour le plus important sera bien évidemment le vendredi avec le discours de Jerome Powell attendu à 16 heures heure française. Nous aurons mardi, mercredi des discussions commerciale entre la Chine et les États-Unis à Washington. On a une délégation chinoise, je vous rappelle, qui se rendra à Washington donc mardi pour des discussions commerciales. Le surlendemain, donc le jeudi, on a les, euh, les tarifs douaniers. Je vous rappelle sur les 14 autres milliards de dollars de produits chinois qui entreront en vigueur et à l'inverse réciproquement les 14 milliards de dollars de marchandises américaines importées par la Chine qui seront taxées. Voilà, donc mardi, mercredi, discussion entre la Chine et les États-Unis. Jeudi, les taxes qui entreront en vigueur entre les deux pays. Vendredi, Jackson Hole. Voilà un petit peu les focus de la semaine et bien évidemment la situation en Turquie, en Argentine, un petit peu moins mais quand même à surveiller en Afrique du Sud et voilà globalement ça sera tout pour la semaine. Donc bonjour tout le monde, bonjour Loïc, bonjour Luc, pardon, bonjour Raymond, Didier, François que je salue également. Si vous pouvez me confirmer que l'image de son fonctionne, ça serait parfait. En attendant, je vais vous lire l'avertissement légal risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit excusez-moi un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, on m'a dit que tout fonctionne, c'est parfait. Merci pour ces confirmations. Donc étant donné que c'est une journée calme sur les marchés, il n'y a pas de rendez-vous macro. On voit que ce matin, il y a très très peu d'annonces. J'en ai mis pour pas que ce soit trop blanc, mais vous voyez que c'est assez mineur. Au niveau des élections législatives 2018, on a l'impression de Donald Trump qui a accusé ce week-end la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord d'ingérence dans les élections. Je vous rappelle que à mi-mandat à mi-mandat présidentiel, on a des élections législatives, donc le Congrès américain qui se renouvelle, et donc ça aura lieu en mi-novembre. En Turquie, on a la Maison Blanche par rapport à la Turquie, pardon, on a la Maison Blanche qui a rejeté une offre turque de libérer le pasteur américain en échange de la suppression de milliards de dollars de sanctions américaines contre une banque turque. Donc ça, c'est une information du Wall Street Journal qui est tombée ce matin. Concernant le Brexit, The Telegraph a annoncé que le gouvernement britannique a renforcé ses préparatifs pour un Brexit sans accord. Et au niveau de la Grèce, donc c'est plutôt une annonce symbolique, la Grèce qui arrive à terme de son plan de sauvetage, ce qui va lui permettre de gérer à nouveau ses financements via le marché à terme, donc le marché de la dette, vous savez, les fameuses obligations. Donc la Grèce, elle a déjà elle gère déjà elle avait déjà la possibilité de gérer une partie de son financement via les marchés depuis, il me semble, septembre de l'année dernière. Mais donc là, voilà, concrètement, la Grèce euh, tient les rênes, enfin le gouvernement tient les rênes de la Grèce et il n'y a plus comment dire de gestion via l'autorité européenne. Donc tout sera géré à nouveau par la Grèce. Bien qu'elle va être surveillée de très près, étant donné que c'est le pays de la zone euro ayant reçu le plus d'aide des membres. Un total, il me semble, donc c'est 90 milliards d'euros reçus par la Grèce depuis 2010. Alors au niveau
la séance américaine Nasdaq, donc américaine vendredi, on a eu Dixie qui a clôturé dans le rouge, le Dow Jones, le S&P Nasdaq qui était dans le vert. On voit que les valeurs industrielles ont à nouveau surperformé. Jeudi, c'était la même chose. Le rendement du 10 ans américain qui perdait un point de base vendredi. Ce matin, on a le yen qui est en très très légère hausse, le gold qui rebondit, le Nikkei en baisse et le Hang Seng en hausse. Il y a très peu d'annonces aujourd'hui, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un tweet assassin de Trump pour faire bouger les marchés, nous dit Didier. Alors oui, c'est vrai, hein, sur ça, je ne le précise plus parce que c'est acquis. Enfin, maintenant, c'est acquis. Hein. Avant Trump, disons que Twitter, c'était pas un outil indispensable comment dire, pour euh, pour les institutionnels, hein, pour les traders, pour les hedge funds, pour n'importe qui était comment dire qui agissait sur le marché financier. On va dire depuis Trump, ça c'est vraiment, c'est un peu Trump qui a démocratisé cet outil. On voit Elon Musk et pareil, qui a, on va dire un peu la même communication, c'est-à-dire que c'est très borderline au niveau des annonces et c'est parfois même il y a une remise en doute si Elon Musk ne préfère pas s'exprimer via Twitter que via son entreprise. Donc voilà, c'est vrai que maintenant Twitter est devenu un outil pour toutes les personnes qui agit, qui est en lien avec les marchés. C'est un outil extrêmement important. Didier Kennedy, je ne traîne pas la monnaie turque, mais au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, pourriez-vous faire une analyse USD Tree en UT jour et UT 4 heures? Oui, très bien Didier, je vais le faire. Je vais faire ça tout de suite. Alors au niveau du calendrier économique, vous voyez qu'il y a rien. Il y a aucune annonce attendue, donc vraiment aujourd'hui ça va être une journée plutôt calme, à part si bien évidemment il y a une annonce qui était une annonce inattendue, pardon. Voilà. On va commencer par, vous voyez, cette performance relative des devises face au dollar. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment de mouvement, à part le NZD, on va dire, qui lâche 0,28%, mais sinon, on n'a pas vraiment de direction. On voit le CHF, le CAD, le GBP, la UD, le yen, l'euro, qui qui ne bougent pas réellement face au dollar. Moins 0,16, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a un mouvement. Sur le graphique hebdomadaire, donc on va se focaliser sur le graphique hebdomadaire de ces indices. Le yen, on voit qu'il est toujours dans son range depuis le mois de mars et qu'il est actuellement assez plus haut. On n'a pas eu la clôture au-dessus du plus haut de mars, hein, on le voit la semaine dernière, même si on a eu une hausse pendant la semaine, on n'a pas eu la clôture au-dessus de sa résistance, donc on n'a pas encore, ça montre qu'on n'a pas encore suffisamment de momentum haussier. Et d'un point de vue de l'analyse technique, est-ce que c'est le moment de shorter le yen vu que eh bien cet indice est sous résistance? Peut-être, étant donné que vous voyez on a une toute petite divergence, le RSI qui marque des sommets de plus en plus bas ou on va dire flat, alors que sur le prix ils sont de plus en plus hauts. Voilà. Maintenant, moi personnellement, je n'anticiperai pas un repli important du yen pour la simple et bonne raison qu'il est soutenu par plusieurs facteurs. Un, la spéculation du marché sur un changement de la politique monétaire de la BOJ, et deux, par l'aversion pour le risque en ces moments de forte volatilité. Au niveau du NZD, donc on va se mettre sur du weekly. On va se mettre sur du weekly et on va refaire tous ces niveaux de support et résistance pour y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que quand on garde les mêmes niveaux de support et résistance pendant pas mal de temps, eh bien ça, comment dire, ça restreint notre analyse. On se renferme en fait dans des configurations qui ne sont plus forcément très vraies. Ouais, donc plus bas, on va mettre les plus bas et les plus hauts. Voilà, plus bas, plus haut de la semaine. Et vous voyez ici, regardez, plus bas, et là on a un rebond au pips près en 2015. Hein. Donc là ça va être suffisant. Donc je vous invite, hein, si vous tradez, peu importe votre horizon de temps, honnêtement, refaites vos graphiques régulièrement. Plus vous tradez sur du court terme, plus il faut les faire régulièrement pour avoir une vision plus claire de ce qui se passe sur les marchés. Si par exemple vous êtes un day trader, refaites vos graphiques au moins une fois tous les 2 semaines. C'est le grand minimum. Si vous êtes un swing trader, faites-le au moins une fois par mois. Ça c'est grand minimum également. Donc vous repartez sur une plateforme vierge et vous retracez tous vos graphiques.
Ça vous permettra de peut-être observer des signaux que vous n'auriez pas vus avec votre précédente configuration. Donc là, on voit, on a le NZD qui rebondit sur ce support, hein, le plus bas de 2016. Le RSI qui est bien baissier. On est bien en toute la moyenne mobile à 200 périodes. Donc pour le moment, c'est clairement baissier. Alors si on se met sur du 10, vous voyez qu'à court terme, on a également ce NZD, il est quand même bien baissier. Moyenne mobile à 10 périodes qui peut-être à un niveau de résistance, hein, sur du court terme. La meilleure moyenne mobile, c'est tout de même la moyenne mobile à 20 périodes. C'est un cycle, c'est le plus petit cycle sur les marchés, la moyenne mobile à 20 périodes. Donc voilà, si on a un retour à cette zone de prix, ça sera considéré comme une zone de résistance. L'AUD, donc on va faire pareil. Donc vous voyez que NZD, hein, il était bien à plat, on avait un rebond mais il était quand même très léger, on a un RSI qui était bien baissier, donc vous voyez on n'a pas vraiment de raison d'un point de vue technique de passer à l'achat finalement sur le NZD. Alors là nous sommes sur du weekly, je le rappelle, le support. Voilà, donc là on a mis tous les niveaux de support je pense. Alors on peut mettre peut-être celui-là. Vous voyez. Maintenant, place aux résistances. Donc l'analyse technique de ces indices est particulièrement intéressante pour avoir une idée des devises qui sont les plus sous pression et par la suite de trader les paires croisées en fait finalement. Au lieu d'analyser en fait les 48 paires mineures, vous n'avez qu'à juste analyser ces indices et vous avez clairement une idée des tendances sur les 48 autres paires. Donc là vous voyez en journalier on est on est sur support, on a un rebond depuis la semaine dernière. Maintenant, vous voyez qu'il est extrêmement léger, il est extrêmement faible ce rebond, donc pas grand chose à faire sur cet AUD, ni si ce n'est que le shorter lorsqu'on a un rebond assez intéressant. Finalement, ce AUD permet de jauger un petit peu les perspectives du marché entre les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Dès qu'on a un rebond, on a généralement des perspectives qui s'améliorent, mais ça veut dire qu'on a finalement un marché qui price des meilleures perspectives. Est-ce que c'est le cas? Si oui, alors on va avoir une poursuite de la hausse. Sinon, alors on va avoir une baisse importante de l'AUD. Donc plus le marché est positif et optimiste, et plus finalement le risque est baissier sur l'AUD. Parce que c'est forcément plus compliqué que le marché soit surpris positivement. À part si Donald Trump et son administration changent de stratégie totalement et deviennent abandonnent le protectionnisme et au contraire veulent un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui me semble peu probable, mais imaginons que ce soit le cas, alors l'AUD, oui, pourrait fortement pourrait devenir la devise leader des prochains mois. Maintenant, si on part du principe que Donald Trump et son administration vont continuer à privilégier les renégociations d'accords et même le protectionnisme, eh bien tout rebond des devises exposées au risque de ralentissement de l'économie chinoise, eh bien sont des opportunités de vente. Donc si on a un rebond, vous voyez, par exemple ici, ça voudrait dire qu'on aurait eu un certain degré d'optimisme lors des précédentes séances et donc que le risque est beaucoup plus baissier. Au niveau de l'euro, alors on se met en weekly. Alors résistance ici.
Donc, vous voyez l'euro globalement en dessous de sa moyenne mobile à 10 semaines, mais on reste quand même haussier depuis 2017. On reste haussier, donc l'euro qui résiste quand même honnêtement assez bien à la remontée du dollar. Si on compare par exemple aux autres devises comme le NZD, vous voyez le NZD ça n'a pas du tout la même tête, ni la UD qui est clairement sous pression. Le GBP, on a un retracement beaucoup plus important que l'euro, comme on peut le constater. L'euro a une pente beaucoup plus haussière et finalement a des retracements beaucoup plus importants, des corrections beaucoup moins importantes. Vous voyez quand je fais varier entre l'euro et le GBP. Donc ça montre qu'il y a vraiment un momentum bullish sur l'euro. Maintenant, il faut rester prudent parce qu'on a eu une belle divergence baissière sur le graphique hebdomadaire en début d'année. Donc voilà, c'est possible qu'on ait un rebond, un retracement important. Alors ici, support, et vous voyez qu'on arrive quand même proche de résistance majeure. Enfin, on était proche de résistance majeure sur le franc suisse, ce qui indiquait une probabilité de de correction assez importante, ou du moins une respiration. Là, vous voyez, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que quand on prend le point bas ici, vous voyez que c'était le rebond au pips près, encore une fois, le 7 mai. Donc là, on a vraiment, vous voyez, un niveau de support très très important. Voilà, donc là, nous sommes sur du weekly. Je rappelle, la moyenne mobile, vous voyez, est à plate. Par contre, on a une oblique baissière basse, enfin une oblique baissière, pardon, basse, une oblique qui est baissière, excusez-moi. Donc on met en rouge ici. On va en mettre la seconde également en rouge. Donc voilà, on a quand même des obliques baissières, une droite horizontale, donc c'est-à-dire la pression de vendeuse est de plus en plus importante. Un triangle descendant, c'est une configuration baissière. Et là, on est sous résistance, on est sous cette oblique qui vient chercher tous les points hauts depuis le 1er février 2016. Donc on a le sommet de février 2016, le sommet de 2017, le sommet de 2018, et là vous voyez on a un parfait repli depuis cette résistance. Et finalement le franc suisse est soutenu par quoi? Il est soutenu par le spread, le fameux spread entre l'Italie et le Bund. Le franc suisse, c'est un petit peu la devise refuge lorsqu'il y a un risque en zone euro. Dès qu'il y a un risque en zone euro ou dans l'Union européenne, sur les marchés financiers bien évidemment, eh bien le franc suisse, c'est la devise qui s'apprécie. En fait, les flots sortent de la zone euro et vont principalement soutenir le franc suisse. Donc là, si vous regardez par exemple le spread entre le 10 ans italien, t 10 ans, et le 10 ans allemand, donc c'est pas tout le temps le cas parce que ça dépend. Là, l'Italie, on va dire, pose un risque sur les marchés, en tout cas inquiète les marchés depuis finalement l'élection du nouveau gouvernement populiste italien. Mais il y a par exemple quelques temps, je vous rappelle, euh, en Catalogne, le fameux référendum catalan. D'accord. Donc là, vous voyez le spread en tout cas qui s'écarte. Donc risque en Italie qui augmente, le franc qui est en hausse. Donc voilà, dès qu'il y a un risque en zone euro, on a le franc qui, s'apprécie. Et pour imager un petit peu ce qui s'est passé en Espagne, là on met le spread espagnol, et vous voyez que dès que le spread augmente, on a le franc qui est en hausse. Là, je vous rappelle, c'était c'était le risque. Là, c'était la fameuse annonce qui aurait un référendum en octobre 2017. Le référendum italien. Et là, vous voyez le spread augmente en noir, le franc en hausse. On n'a plus le risque, c'est en baisse. Ici, on avait le risque, on avait les élections en Allemagne. On avait les élections en Allemagne, donc hausse du spread du coup Allemagne, enfin plutôt baisse du spread Allemagne-France. C'était hausse de ce franc suisse. Donc le franc suisse, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que c'est la devise qui est en hausse lorsque il y a des risques en zone euro, que ce soit l'Italie, la France, l'Allemagne, peu importe. Dès qu'il y a un risque perçu par les marchés financiers en zone euro, eh bien on a le franc qui est en hausse.
le dollar. Alors le dollar qui a une configuration très très intéressante sur du weekly. Vous voyez le dollar qui a rejoint le haut de ce canal haussier. Je parle bien d'un canal parce que ici c'est la parallèle de cette résistance. Donc on est à un canal haussier, pardon, un canal baissier. Donc on est dans un canal baissier. Vous voyez qu'on a eu le rebond en début 2018 de cette oblique qui vient chercher les points bas donc de 2011, le point bas de 2014. Et donc on a le parfait rebond. Donc là, soit on a une sortie par le haut, et dans ce cas-là, c'est signe qu'on va avoir une poursuite de la tendance haussière sur le dollar, ou eh bien on a une baisse. On a une baisse du dollar index, probablement de retour jusqu'à cette oblique. En tout cas, ce sera le prochain support majeur. Et donc on va avoir une hausse de l'euro, une hausse du GBP, vous voyez, une hausse de toutes les autres paires finalement, le gold qui va rebondir également. Si on a le dollar qui baisse, ça fait monter toutes les autres devises. Toutes les autres devises, toutes les matières premières sont généralement soutenues par la baisse du dollar. Donc voilà, ça sera à surveiller. Mais en tout cas, vous voyez que là, on est dans une situation très intéressante. C'est encore trop tôt, je pense, pour shorter le dollar, parce que si on regarde d'un point de vue technique, si on se fait analyse technique, on n'a pas encore les signaux suffisants, on n'a pas encore les signaux baissiers suffisants pour passer à la vente. Si on se met sur du journalier, à part cette grande divergence, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc si on a le cassure de cette oblique, oui, ça sera un signal baissier. Si on a le cassure de la moyenne mobile à 20 jours, oui, ça sera un signal baissier. À 50, encore mieux. Plus la moyenne mobile est de long terme et plus le franchissement de cette moyenne mobile a un poids généralement important sur les marchés. Donc voilà, si on dépasse cette moyenne mobile à 20 jours, cette moyenne mobile à 50 jours, cette oblique haussière, alors là, je pense que oui, nous aurons les signaux suffisants pour shorter le dollar, viser l'oblique haussière qui vient chercher les plus hauts, les plus bas de long terme. Mais pour le moment, encore une fois, bien qu'on ait une baisse sous cette oblique, je trouve que les signaux techniques ne sont pas suffisants pour passer à la vente. Et enfin, le CAD. Alors, pardon, simplement, j'ai pas refait les niveaux de support et résistance. Donc, je vais refaire rapidement. Ouais, donc là, je pense qu'on est, nous sommes bons. Alors, je vais peut-être en mettre une ici. Voilà, je pense qu'on est bon en termes de niveau de support et de résistance. Et enfin, le CAD. Et ensuite, je passe sur la plateforme Pro Real Time dans lequel je vais analyser les paires. Je profite du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'annonces et de volatilité pour vraiment faire de l'analyse technique. Donc, le CAD qui est vraiment dans une tendance baissière de très long terme. Si on regarde le CAD Index, c'est en baisse depuis 2010. Depuis 2010, ce qui n'est pas vraiment étonnant compte tenu du fait qu'on a eu une baisse du pétrole. Donc finalement, c'est normal. Là, nous sommes sur du weekly, je le rappelle. Nous sommes sur de l'hebdomadaire. Nous traçons au niveau de support de résistance. Voilà. Donc là, on a je pense que les niveaux de support de résistance sont suffisamment nombreux. Là, donc, vous voyez, on a un test, le cadre de cette résistance, on a une divergence. Donc prudence pour le CAD. Voilà, sinon, on regarde un point de vue rapidement de ce qui va sur les marchés. Là, on voit que le spread italien-Allemagne se détend de 3 points de base, donc il est en hausse. Il se tend, de 3 points de base. Sous résistance, vous voyez, sous ses plus hauts finalement sous ses plus hauts après le pic
finalement des inquiétudes après la formation de ce gouvernement italien en mai, et ce pic finalement est une résistance pour ce spread. Donc qui dit résistance pour le spread italien-Allemagne dit finalement résistance pour le franc suisse, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ce spread lorsqu'il se détend qui nourrit, on va dire, le franc suisse. Donc si ce spread est sous résistance, on va dire que vu que ce spread, oui, il est assez plus haut de l'année, c'est plus haut même de assez longtemps, eh bien, on a finalement un risque qui est peut-être trop pricé. Vous voyez qu'il est peut-être trop intégré dans le marché. Donc finalement, il y a peut-être une opportunité d'achat pour l'euro. Parce que si ce spread baisse, on va forcément avoir une hausse de l'euro et une baisse du franc suisse. Donc, voilà, tant que ce spread reste sous résistance, il y a un potentiel baissier sur le franc suisse et un potentiel haussier sur l'euro. D'autant plus que on voit le dollar qui est sous résistance. Donc l'euro, il y a vraiment, on est peut-être à la veille d'un important bull market. Parce que si le dollar baisse et que ce spread baisse également, l'euro va rejoindre 1,20 très rapidement. Donc voilà. Mais encore une fois, vous voyez que techniquement, on n'a pas les signaux. La seule chose que nous avons sur le dollar et ce spread, c'est que ils sont tous les deux sous résistance. Mais à part cela, vous voyez, on n'a pas vraiment de signaux baissiers. Mais en tout cas, ce spread, tant qu'il est sous cette résistance, eh bien, le franc a un potentiel haussier extrêmement limité. Et, pardon, l'euro a un potentiel haussier assez important. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai fait un indice, entre guillemets, c'est le rendement de l'obligation italienne, celui espagnol, celui portugais, moins celui allemand. Ça permet en fait d'avoir finalement le spread entre les pays d'Europe du Sud, c'est ceux qui inquiètent, on va dire un peu plus les marchés en zone euro, et avec le Bund. Comme ça permet de ne pas surveiller l'italien avec l'Allemagne, l'espagnol avec l'Allemagne, le portugais avec l'Allemagne, etc., etc. Donc là au moins on a un indice qui n'est pas tradable bien évidemment, mais dès qu'on a une hausse d'1% ou plus, on a un risque enfin ça montre que les marchés sont inquiets. Lorsqu'on a une hausse de 3 points, de 2 points de base et donc de plus 0,32%, on ne peut pas vraiment appeler cela d'inquiétude de la part des investisseurs. Dès qu'on a une hausse de plus d'1% d'un spread, eh bien oui, là dans ce cas-là, on va avoir une inquiétude, on va dire tangible sur les marchés. Mais tant que ce spread reste en dessous des 1%, on n'a pas vraiment d'inquiétude de la part des investisseurs. Qui dit hausse de l'euro égale baisse du DAX. Alors pas forcément, Brice, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Ça dépend pourquoi on a une hausse de l'euro. Est-ce qu'on a une hausse de l'euro parce que on a des fondamentaux et une situation en zone euro qui s'améliore, ou est-ce qu'on a une baisse, ou est-ce qu'on a une hausse de l'euro parce qu'il y a une baisse du dollar? S'il n'y a pas de justification en zone euro qui vient, enfin si on n'a pas de facteur pardon en zone euro qui vient justifier la hausse de l'euro, dans ce cas-là, non, il n'y a pas de facteur pour que le DAX augmente, pour que le DAX progresse. Par contre, si la hausse de l'euro est soutenue par une amélioration des fondamentaux en zone euro, dans ce cas-là, oui, on peut avoir une hausse du DAX. C'est comme un peu les élections françaises. Rappelez-vous, les élections françaises, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le spread entre le 10 ans français et, vous commencez à connaître, le 10 ans allemand. Bon, là, dans ce cas-là, il y a eu un problème de cotation sur TradingView à ce moment-là, mais donc, vous voyez là, c'était pas forcément très lisible. Alors, je vais essayer. Non, c'est pas possible d'y voir plus clair. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que ce spread augmentait au fur et à mesure que les élections arrivaient, parce qu'il y avait le risque que Marine Le Pen passe au pouvoir et qui donc présentait un risque pour la zone euro assez important. Donc, ce spread augmentait. L'euro était sous pression, mais dès qu'on a eu finalement Macron qui est passé au second tour, eh bien on a eu un bull market de l'euro, ce spread qui a diminué, et également un bull market du CAC, du DAX ou de l'Eurostoxx. Si vous regardez l'euro-dollar avec le CAC 40, où on va mettre le DAX pour que ça corresponde à votre question. Donc là 2017, vous voyez élection, donc c'était le 7 mai, 7 mai, par là. Bon, c'était par là. Et là, on a eu une hausse, bon, assez limitée du DAX, je vous l'accorde, mais par contre, le CAC, il me semble, avait beaucoup mieux progressé. Même pas.
Donc le CAC, le DAX. Bon, vous voyez, on avait une pseudo hausse, donc on était en début mai, on était à la fin du bull market. On était à la fin du bull market, mais c'est pas la hausse de l'euro qui avait fait pression. Vous voyez, parce que on avait une hausse de l'euro ici et pourtant on avait le CAC et le DAX qui a augmenté. Donc non, une hausse de l'euro, enfin une hausse des indices n'est pas incompatible avec hausse de l'euro. Tout dépend pourquoi l'euro augmente. Si c'est parce qu'on a une amélioration des fondamentaux, on a alors des facteurs qui justifient l'achat des actions de la zone euro. Si c'est parce que juste il y a simplement une baisse du dollar, mais qu'il n'y a pas d'amélioration sur le plan de la zone euro, dans ce cas-là, non, il n'y a pas de. Oui, en effet, il y a un risque baissier pour les indices si on a une hausse de l'euro. Mais là, dans notre cas, si on a une baisse du spread entre l'Italie et l'Allemagne, si on a une diminution de ce spread obligataire, eh bien c'est diminution des inquiétudes en zone euro. Et donc, oui, l'euro et les indices européens progressent. Voilà. Donc je passe rapidement donc sur les marchés. L'eurodoll. L'eurodoll, en clair, vu que le dollar est sous pression, enfin, on l'a vu, le dollar index sous la résistance de son canal baissier et que ce spread italien-Allemagne est sous résistance, on a, oui, un possible rebond de l'euro qui va avoir lieu, à part si ces deux indices, hein, le dollar et le spread obligataire, dépassent leur résistance. Dans ce cas-là, l'euro, il ira chercher les indices, voire même plus bas lors des prochaines semaines. Mais tant que le dollar et ce spread obligataire sont tous les deux sous résistance, eh bien, on a un potentiel haussier sur l'euro. Maintenant, encore une fois, on n'a pas les signaux suffisamment, on n'a pas les signaux baissiers suffisants sur le dollar index pour vraiment passer pour le shorter finalement. Le dollar, il est dans une tendance haussière depuis le mois d'avril, hein, soutenu par la spéculation du marché sur une hausse des taux et finalement soutenu parce que on a des inquiétudes sur les marchés émergents et sur un ralentissement de l'économie chinoise. Donc tout cela, ça fait pression sur les matières premières, sur les devises matières premières, sur les marchés émergents et par conséquent, on a le dollar qui monte. Donc voilà, l'euro, je resterai très prudent cette semaine. Je resterai très prudent parce que ça va être assez mouvementé. On a une minute de la Fed, on a les discussions entre les relations sino-américaines, on a Jackson Hole, donc ça va être, je pense, assez volatile. Donc si on se met en une heure, ouais, le S3 du jour sera clairement un niveau de prix intéressant. Le S1 même en intraday assez intéressant, étant donné qu'il y a peu de volatilité attendue. Donc le S1 devrait faire office de support. Plus la volatilité est importante et plus il faut chercher des niveaux de support de résistance extrêmes. Donc le S1, lorsqu'on a une volatilité importante, c'est pas le niveau de support qu'il faut payer. Par contre, dès qu'on a peu de rendez-vous, vous voyez, attendu comme aujourd'hui, le S1 devrait être un niveau de prix suffisamment intéressant pour le payer. Donc 1,1388 stratégie acheteuse et à l'inverse 1,1466 stratégie vendeuse. Pour le GBP, c'est pareil. Sur tous les paires majeures, finalement, on va chercher les S1 et les R1 en intraday, puisqu'il n'y a pas beaucoup de volatilité qui est attendue. Donc voilà, 1,2714 et 1,2771. Morgan Stanley qui a publié son trade du jour, vente AUD-USD. Vente AUD-USD donc pour la semaine. Et il me semble que son objectif, alors attendez, je vais vous voilà, alors donc je vais vous lire euh, ce qui est dit. Donc trade de la semaine, short AUD-USD en raison donc la différence de communication entre les deux banques centrales, hein, donc la Fed et la RBA, avec donc divergence entre la communication des banques centrales entre l'Australie et les États-Unis et l'AUD va rester exposé au risque de réémergence
des tensions commerciales et d'une détérioration du sentiment des investisseurs, ce qui donne une importance particulière, une attention particulière puisque l'Australie est un important partenaire commercial de la Chine et que le pays a besoin d'investissements étrangers. Je rappelle, l'AUD capte beaucoup d'investissements étrangers. Donc, qui dit hausse du dollar dit baisse de l'AUD. Encore plus que si c'était l'euro. Voilà, donc l'AUD, trade de la semaine pour Morgan Stanley. Ce qui n'est pas bête, hein. D'ailleurs, c'est un peu la paire qu'on apprécie le plus avec l'AUD yen depuis maintenant pas mal de semaines, hein, je vous rappelle. Moi personnellement, j'ai préféré attendre un retour à cette oblique qui vient chez tous les plus hauts depuis, vous voyez, le début de l'année, hein, presque. Donc voilà, si on a un retour en haut du canal, ce serait excellent pour passer à la vente. Maintenant, est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas. En tout cas, on a un retour, vous voyez, sous cette résistance à 0,7329. Donc on a potentiellement un niveau de prix intéressant pour passer short, viser des nouveaux plus bas. L'AUD a tout pour encore progresser, étant donné que voilà, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont encore très très tendues, et d'ailleurs il n'y a aucune avancée, hein, finalement. Il y a des nouvelles sanctions qui vont arriver. C'est peu probable que mardi, mercredi, il y a un accord qui soit trouvé, ou même une avancée dans les négociations. Et de plus, la montée du dollar, ça rend tous les autres marchés sous pression. Pourquoi? Surtout pour les marchés qui se financent beaucoup à l'étranger, comme l'AUD, comme l'Afrique du Sud, comme l'Australie ou l'Afrique du Sud. Imaginez l'Australie qui, de toute façon, c'est ce cas. L'Australie a beaucoup d'investissements de la part des étrangers, d'investissements grâce aux dettes. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un emprunteur australien qui a reçu des fonds en dollars américains. Donc, il doit rembourser une certaine somme en dollars américains. Sauf qu'on est d'accord, si le taux de change AUD est en baisse, l'emprunteur australien va devoir rembourser, nécessiter beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de dollars australiens pour rembourser l'équivalent en dollars américains. Donc, plus on a un taux d'investissement, d'endettement à l'étranger d'un pays élevé, et plus finalement le taux de change est important. Et c'est pour cela que l'Afrique du Sud, le Tsar, est également extrêmement sous pression. C'est un pays émergent, mais c'est surtout un pays qui se finance énormément grâce au marché. Alors quand je parle de l'Afrique du Sud, c'est les entreprises d'Afrique du Sud, surtout. Donc, si on a une dépression de l'Afrique du rand africain, eh bien, on va avoir forcément beaucoup plus de difficultés à ce que les emprunteurs sud-africains ou australiens, hein, dans ce cas-là, eh bien remboursent. Donc il y a un risque de défaut un peu plus important. Est-ce que le trade de la semaine de Morgan Stanley est fiable, que Goldman Sachs le faisait il y a quelques années, qui faisait souvent l'inverse pour leur propre compte? Alors ça c'est très connu à Goldman Sachs, ça c'est extrêmement connu. Goldman Sachs annonce l'inverse, hein. Honnêtement, Goldman Sachs c'est extrêmement connu. Après, est-ce qu'ils le font exprès ou pas, je ne sais pas. Je pense que personne ne peut le savoir. Morgan Stanley, est-ce que c'est fiable? Alors, j'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas fait de statistiques là-dessus. J'ai pas essayé de copier leur trade. Maintenant, c'est vrai que personnellement, ça correspond assez bien quand même je trouve, en tout cas, à mon opinion, hein. Par exemple, la UDN, ils ont pas mal de fois publié aussi short à UDN. Personnellement, j'aime bien leurs analyses. C'est bien argumenté. Donc voilà, Morgan Stanley, je ne sais pas si voilà, ils ont tout en bon, probablement non, mais en tout cas ils publient des analyses qui sont extrêmement logiques, et c'est pas juste un trade du jour, un trade de la semaine, et voilà, c'est expliqué, de façon très très pointue. Bref, donc là on a ce qu'il faut comprendre sur les marchés, un dollar qui est sous résistance. Donc on a des paires majeures qui ont un potentiel de rebond assez élevé. Par contre, il faut garder à l'esprit que tout ce qui est devises, commodities ou devises dont les économies sont exposées
au ralentissement de l'économie chinoise, en tout cas particulièrement à l'économie chinoise, parce qu'on va dire tout le monde entier est exposé à ce risque. Mais on va dire ceux qui sont le plus exposés, donc c'est les pays qui sont nets exportateurs vers la Chine, donc comme l'AUD, comme l'Australie ou comme la Nouvelle-Zélande. Donc ces deux pays qui sont non seulement des devises nettes exportatrices vers la Chine, mais sont également des devises commodities, parce qu'ils exportent surtout des matières premières. Donc c'est pour ça que ces devises ont un risque assez élevé. Parce que non seulement la hausse du dollar a un impact déflationniste sur les marchés, donc les matières premières sont en baisse, mais en plus de cela, on a ce risque de guerre commerciale. Donc vraiment, l'AUD et le NZD sont particulièrement sous pression. Donc parmi les paires majeures, pour moi, c'est les deux devises, je le répète, qui présentent un risque le plus baissier finalement. Donc même si on a une baisse du dollar, eh bien l'AUD et le NZD devraient rebondir, mais dans une très faible mesure, alors que l'euro, le GBP ou encore le yen devraient beaucoup plus progresser. Voilà, donc l'AUD-USD, personnellement, je m'attends pas à grand chose cette semaine. Ça pourrait être une journée de transition. En tout cas, à mon avis, le marché va attendre les discussions commerciales qui commenceront, je rappelle, demain à Washington entre les États-Unis et la Chine. Donc demain soir jusqu'à mercredi soir. Mais bon, en tout cas, l'AUD, tout rebond, me semble être une opportunité de vente. Parce que j'ai du mal à croire que Donald Trump va trouver, ou son administration va trouver un accord si il ne trouve toujours pas d'accord avec ses partenaires de l'ALENA. Ouais, ça me semble. Après, on ne peut jamais être sûr, hein, c'est ça un petit peu les marchés financiers. Mais ça me semble un petit peu compliqué à anticiper un accord entre les États-Unis et la Chine si on n'a pas d'accord de l'ALENA. Donc tant qu'on n'a pas d'accord de l'ALENA, pour moi, vraiment c'est personnel, hein, moi je ne pense pas qu'il y aura d'accord entre les États-Unis et la Chine. Voilà, donc de ce fait, tout rebond de la USD tant qu'on n'a pas en fait une perspective optimiste sur les relations commerciales des États-Unis avec ses différents partenaires, eh bien l'AUD, tout rebond, est une opportunité de vente. Voilà, donc je vais passer aux paires majeures, aux commodities, pardon. Donc baisse du dollar, comme vous savez, c'est haussier pour les commodities, donc surtout l'or qui progresse, probablement un rebond jusqu'à 1200 cette semaine. Ça serait finalement qu'un pullback, hein, vous voyez, pullback, mais on resterait en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, qui est en bleu sur le graphique. Donc voilà, concrètement, le gold, pullback à 1200 à court terme. L'argent, pareil, pullback à 15. C'est ce qu'on avait déjà dit vendredi, il me semble. Et le cuivre, les 6, vous voyez, c'est atteint, ce psychologique. On va probablement avoir un rebond. Vous voyez qu'on a une belle divergence haussière. Creux, 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 creux. Donc pour ceux qui ne la voient pas. Vous voyez, on a une belle divergence. Bon, c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va avoir une hausse. C'est vrai qu'il y a une divergence, c'est une divergence dans les livres d'analyse technique. Ils indiquent que les divergences arrivent souvent en fin de tendance, ou en tout cas avant une correction. Et c'est pas forcément un signal de retournement de tendance. Ça peut être qu'un signal de respiration. Mais comme vous le savez, dans l'analyse technique, hein, les respirations, les corrections peuvent se faire de façon latérale. Et en fait, ça ne peut être qu'une consolidation. C'est pour ça que c'est très compliqué de trader les pullbacks. De trader les pullbacks ou vous voyez, d'être en contre-tendance. Parce que finalement, même les retracements peuvent se faire de façon latérale, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un retracement de 50%, on peut très bien avoir une consolidation. Et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a un momentum qui est extrêmement important dans le sens de la tendance de fond. Donc voilà, le cuivre, on a une divergence, mais ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement avoir un rebond. Donc là, on va mettre les niveaux de Fibonacci pour avoir une idée d'un peu de ce qu'on peut espérer. Généralement, un rebond, ça te fait à hauteur de 38-50%, statistiquement, c'est 50% le plus fiable. Mais vous voyez, 38, c'est la première borne importante. Donc, on va peut-être avoir un rebond du cuivre à 38%. Brent et brut. Alors, le brut sous sa moyenne mobile à 200 jours, le Brent au-dessus. Donc là, on a des signaux qui divergent.
on a des signaux qui divergent. Donc attendons d'avoir un petit peu plus de clarification avant de soit se mettre short sur le pétrole, soit se mettre à l'achat. Au vu des fondamentaux, ça me semble beaucoup plus possible d'être short sur le pétrole, étant donné que voilà, la hausse du dollar fait pression sur les matières premières. Mais si, oui, on a la baisse du dollar comme on le prévoit avec l'indice dollar qui est sous résistance, dans ce cas-là, on a le pétrole qui va augmenter. Donc c'est à suivre. Pour ce cours de pétrole, honnêtement, je suis neutre sur du court terme. Et pour les indices, donc pour les indices, vous voyez, les indices européens qui ouvrent dans le vert, Donc on a le pétrole qui soutient les indices, on a la baisse de l'euro ce matin. Donc voilà, on a une petite, en fait on n'a pas vraiment de facteurs qui viennent justifier la baisse des indices. En tout cas d'un point de vue technique, si on se met sur de l'hebdomadaire, regardez. Ah d'accord, donc on n'a pas le triangle sur l'hebdomadaire. Enfin je l'ai pas tracé, donc là vendredi on a eu la clôture sur l'Eurostoxx en dessous, à l'extérieur du triangle. Le DAX, pareil. DAX, clôture à l'extérieur du triangle. Il n'y a que le CAC 40 qui a sauvegardé son triangle. Et encore, vous voyez, on a clôturé sur la borne vendredi. Donc clôture hebdomadaire de la semaine dernière plutôt mitigée, plutôt en faveur d'une baisse sur les indices européens. Donc prudence sur les stratégies acheteuses. Esthétiquement, on a une baisse qui devrait suivre. Donc là, on ne pourrait qu'avoir un pullback en intraday, compte tenu du fait qu'on n'a pas vraiment de facteurs qui vient sanctionner les indices européens. Mais voilà, on n'a pas non plus de facteur qui vient, on n'a pas de facteur qui vient, oui, affecter les indices européens, mais on n'a pas non plus de facteur qui vient justifier une hausse. Donc là, ce qu'on a une hausse, c'est finalement une respiration, mais voilà, au vu des fondamentaux, encore une fois, je préfère privilégier la baisse. Et techniquement, on a eu l'Eurostoxx et le DAX qui ont clôturé tous les deux en dessous de leur triangle. Il manquait plus que le CAC, ça n'a pas été fait. Mais si finalement cette semaine, on a une clôture du CAC et du DAX sous leur triangle, ça serait des signaux baissiers extrêmement importants. Donc là, CAC 40, R2 journalier, R3, vous voyez qu'on a on a un peu de, je dirais pas la volatilité, parce que c'est l'ouverture des marchés, ce qui est normal. On est à l'ouverture du marché de la semaine, mais on voit qu'on a un beau chandelier, on a déjà dépassé le R1. Donc là, le R2, résistance, 3400. 3400, ce sera une résistance très importante, donc pourquoi pas shorter ce niveau de prix pour l'Eurostoxx. Pour le CAC, le R2, il est près des 5004. Donc, vous voyez, 5394, pareil, ça peut se shorter. D'autant plus que si on met les points pivots, alors, point pivot semaine. Ah non, on est quand même assez haut pour le pivot de la semaine. Ça me semble peu probable qu'on a cherché ce niveau de prix. Voilà, donc CAC 40, résistance importante à 5396. Et si on a un retour à ce niveau de prix, ça serait une opportunité de vente. Le DAX, gros chandelier haussier, on dépasse le R2 du jour. Encore une fois, sans vraiment de facteurs qui viennent justifier cette hausse. Donc, voilà, je suis plutôt sceptique. Je suis plutôt sceptique sur cette hausse du DAX. Pour moi, c'est des indices européens, c'est ni plus ni moins qu'une respiration, finalement une détente de la pression des investisseurs. Donc voilà, on est déjà au R2, R3. Bon, encore une fois, ce sera une zone de résistance extrêmement importante, 12 371. Si on vient atteindre cette résistance alors qu'on n'a pas de facteur, ça serait un excellent prix d'entrée finalement pour shorter le DAX. Voilà, dès qu'on n'a pas de facteur qui vient justifier la hausse et qu'on a une hausse assez importante, ça montre que le marché respire, finalement se détend, qui était sous pression auparavant, mais ce n'est pas pour autant qu'on a une amélioration des fondamentaux. Donc, est-ce que c'est un vrai signal? Est-ce que c'est un vrai signal haussier? Ou est-ce que c'est simplement, vous voyez, une respiration finalement du momentum? Personnellement, j'opte plutôt pour la seconde option, et donc, si on a un rebond important, c'est une opportunité pour shorter, puisque finalement, le contexte reste le même. Donc voilà, que ce soit R2 ou R3, sur les indices, si le CAC est un sur R2 et le DAX, bon là il est déjà dépassé sur R2, mais s'il est sur R3 le DAX, honnêtement, je pense que ça pourrait être une opportunité pour shorter les indices.
Voilà. Et ensuite, donc je vais passer. Alors, on regarde simplement le CRB Index. CRB Index, vous voyez, on a une très très légère hausse depuis jeudi. Alors, je vais mettre ici. Alors, pourquoi le CRB Index est important? Parce que ça permet d'avoir la tendance des indices. La tendance, pardon, des matières premières. Et là, vous voyez qu'on est dans une tendance baissière. Et même si on se met sur un mode mobile à 200 périodes, même si on se met sur un mode mobile à 200 périodes, on est en dessous. On a une divergence. Si on se met sur du weekly, on a une divergence. Là, le RSI teste une oblique de momentum, comme vous pouvez constater. Donc c'est un niveau de support assez important que teste le CRB Index. Alors le CRB, c'est l'indice référence des matières premières. S'il y a un indice pour mesurer la tendance des matières premières, c'est le CRB Index, c'est le plus connu. Et la composante la plus importante, c'est le pétrole dans ce CRB Index. Si on a le CRB Index qui est en hausse, on va voir l'inflation des pays qui vont progresser. Si on a le CRB Index qui est en baisse, on va avoir l'inflation des pays qui vont être sous pression, qui va être sous pression, pardon. Donc voilà, là on voit que le CRB Index est en baisse. Étant donné qu'on a une hausse du dollar, si vous regardez la baisse du CRB Index, si vous la superposez au DXY, vous voyez, c'est parce qu'on a une hausse du dollar qu'on a les matières premières qui sont en baisse. Enfin, à court terme, c'est pas tout le temps le cas. Parce qu'on a différents facteurs qui viennent influencer le cours des matières premières. On a l'offre et la demande, mais on a également le dollar. Et donc là, c'est vraiment la hausse du dollar qui vient affecter les cours des matières premières. Voilà, donc matières premières, personnellement, je préfère privilégier la baisse pour le moment. Et voilà, tout simplement. En tout cas, techniquement, on a une tendance qui est baissière puisque le cours est sous sa moyenne mobile à 200 jours. Et d'ailleurs, vous voyez que les chandeliers rouges, les chandeliers baissiers, sont beaucoup plus importants, beaucoup plus massifs que les chandeliers de hausse. Les chandeliers verts. Vous voyez que les chandeliers verts sont beaucoup plus petits. Elles ont des mèches beaucoup plus importantes. Alors que les chandeliers rouges ont des corps beaucoup plus importants et sont beaucoup plus volatiles. Ce qui montre bien la tendance. Vous voyez, ici, c'était l'inverse. On avait des chandeliers verts qui étaient beaucoup plus présents que les chandeliers rouges, et les chandeliers verts étaient assez volatiles, alors que les chandeliers rouges avaient des mèches beaucoup plus importantes. Ça permet d'avoir une indication de la psychologie des marchés. Plus on a un corps qui est présent, et plus on a un momentum important. Là, par exemple, on avait un momentum baissier extrêmement important. C'est pour ça que ce rebond, finalement, n'est pas très crédible. Voilà. Et donc, je passe sur le Bitcoin parce que j'ai une question sur le Bitcoin, même si j'ai un webinaire crypto-monnaie qui aura lieu à 13h. Bitcoin, on a un léger rebond, mais vous voyez que c'est un peu pareil que le CRB Index dans le sens que les chandeliers haussiers ont des mèches extrêmement importantes. C'est un signe de faiblesse. Plus on a des mèches importantes, plus c'est signe de ralentissement de la tendance et de faiblesse du momentum. Et là, vous voyez qu'on a finalement des mèches assez importantes. Alors, mis à part la hausse qu'on a eu le 17 août, mais vous voyez qu'elle a été corrigée dès le lendemain. Sinon, toute la semaine d'avant, on a eu des mèches extrêmement importantes à la hausse, alors que les mèches baissières étaient beaucoup plus faibles. Donc, c'est signe d'une faiblesse du momentum. Et donc, moi, de ce fait, le Bitcoin, je pense qu'il va marquer un nouveau plus bas annuel. C'est qu'une question de jours ou de semaines. Si on a un retour à l'oblique haussière qui va chercher tous les points bas, vous voyez, depuis la mi-janvier, sommet, 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 et en plus à un moyenne mobile à 200 jours qui coïncide avec cette oblique. Puis si on a un retour à ce niveau de prix, ça serait une opportunité techniquement pour passer à la vente. Est-ce que j'ai un lien pour le webinaire de Trésor? Bien évidemment, vous allez sur le site DailyFX et là vous voyez Crypto Analyse. Sinon, pour retrouver tous nos webinaires, vous allez dans Formation, Séminaire en ligne. Et là, vous avez tous les webinaires qui sont présents pour la semaine prochaine, etc., etc. Donc voilà, vous avez juste à vous inscrire. Je vais vous envoyer le lien.
Et donc ça sera tout pour ce point de marché. En conclusion, s'il devait y avoir qu'une seule chose à retenir, c'est dollar sous résistance, donc potentiel rebond sur matières premières et sur paires majeures. Voilà, c'est que ça à garder à l'esprit. Maintenant, il faut être conscient qu'on n'a pas encore les signaux baissiers suffisants pour le dollar. Donc, shorter le dollar, pourquoi pas, parce qu'il est sous résistance, mais pas non plus se surexposer à la vente sur le dollar. D'accord? Faut pas non plus trop s'exposer à la vente, étant donné qu'on n'a pas les signaux suffisants. Si on avait des gros signaux baissiers sur le dollar, dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais là, on reste encore dans une tendance haussière. On vient d'atteindre une résistance, donc ne mettons pas trop de position short sur le dollar non plus. L'euro a des chances de rebondir jusqu'à 1,15. Le gold jusqu'à 1200. Mais voilà, faites attention à pas trop se surexposer à la vente sur le dollar. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure, 13h pour ceux que je retrouverai dans mon webinaire spécial crypto-monnaie. Et sinon, je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché.